on a vu deux choses. On a vu, si je reviens un petit peu en arrière sur le poly, on a vu, tac, c'est là, cette relation-là. Donc cette relation-là, elle a été établie, quel que soit le fluide, quelles que soient ses caractéristiques. Alors, pour une seule phase quand même. Ça veut dire que quand vous vous déplacez dans le fluide, il n'y a qu'une seule phase. Ok. Je ne fais aucune hypothèse dans cette relation-là sur la masse volumique, ni même sur le champ de pesanteur. Ça veut dire, je prends juste en compte le fait que la particule fluide que j'ai étudiée, elle est suffisamment petite pour que, à l'échelle de la particule fluide, le champ de pesanteur soit uniforme. Ok. Ensuite, on a fait la première application de ça. La première application de ça, c'est le cas où ce terme-là est constant et ce terme-là est constant. Donc, si ces deux termes sont constants, vous pouvez obtenir l'équation barométrique qu'on a démontrée hier. Donc, équation barométrique, c'est valable pour les liquides. Et c'est pas valable pour les gaz, parce que pour un gaz, la masse volumique dépend de la pression. Donc, si je reviens un petit peu en arrière, si le terme masse volumique dépend de la pression, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de faire une équation qui me relie à gauche la pression, à droite à la pression. Ça fait une équation différentielle sur la pression. D'accord? Donc il faut faire super attention. La relation barométrique qui est là, c'est liquide. C'est pas autre chose. C'est un dessin. Ok? Et donc si on vous parle d'un gaz, etc., il faut se poser la question, comment je vais caractériser la pression dans le gaz? Ce qu'on va faire tout de suite. Donc je reviens un petit peu. Hop. Alors là, vous avez 2-3 petits rappels sur l'atmosphère, parce que ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe au niveau de l'atmosphère, ça va être transposable après. Ça, c'est juste, voilà, petit rappel rapide. Sa composition, ça c'est juste pour l'histoire. Ce qui est important de savoir, c'est que l'air de l'atmosphère, je peux l'approximer de façon très très bonne par un gaz parfait. D'accord? Chaque constituant tout seul n'est pas un gaz parfait. C'est-à-dire, si vous écrivez les équations d'état de chaque constituant, vous allez avoir plutôt une équation du style P V-B égale nRT. Mais quand vous les mélangez, quand vous mélangez le diazote et le dioxygène, dans les proportions 80-20 à peu près, et ben vous avez quelque chose qui est en très bonne approximation à un gaz parfait. Et donc là, j'ai réécrit l'équation d'état du gaz parfait, mais je ne l'ai pas écrite PV égale nRT, parce que je sais que je vais appliquer ça à une colonne d'air de très très grande dimension. Et PV égale nRT, ça n'est vrai que quand vous avez un système qui est parfaitement homogène. D'accord? C'était une des hypothèses pour établir PV égale nRT. Donc là, c'est pas le cas. Par contre, j'ai le droit d'écrire ρ égale PM sur RT, M c'est la masse molaire, hein. J'ai le droit de l'écrire ça en me plaçant à l'échelle de la particule fluide, et à cette échelle-là, je récupère un gaz parfait habituel. Donc mon point de départ, c'est l'équation d'état réécrite comme ça. Alors ensuite, il y a deux infos dans cette équation, il y a la pression et la température. La relation fondamentale de la statique des fluides vous donne une équation sur la pression. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire un modèle dans lequel je connais l'évolution de la température pour en déduire l'évolution de la pression. En fait, j'ai trois inconnus qui sont ρ, P et T. Je vais en fixer une des trois et je vais me servir. Ensuite, j'aurai pour le moment, j'ai deux relations. Donc celle-là. Vous voyez, j'ai une équation qui est l'équation d'état et une deuxième équation qui est l'équation d'équilibre mécanique. Ça, c'est quelque chose qui est assez standard aussi en thermo, qu'on a déjà vu par exemple quand on a fait l'équilibre mécanique d'un piston. Et ben, on avait une information mécanique et puis à côté on avait PV égale nRT pour les gaz. C'est ce qu'on a fait dans les exercices du TD20 quand on déplaçait quand on cherchait des caractéristiques d'un gaz dans un piston. D'accord? Donc là j'ai deux informations qui sont complémentaires. Mais j'ai trois inconnus. 1, 2, 3. Donc on va essayer de faire des modèles plus ou moins élaborés en caractérisant une des trois inconnues. Et une des inconnues qu'on peut caractériser bien, c'est la température, parce que c'est assez simple à mesurer en fonction de l'altitude. Alors là, vous avez un petit rappel sur comment ça se passe dans l'atmosphère. Alors, clairement, c'est pas à apprendre, hein, les différentes couches, etc., ça m'intéresse pas.
Ce qui m'intéresse là-dessus, c'est de voir que la température dépend de l'altitude. Et que la pression dépend aussi de l'altitude. Donc là, vous voyez à droite, vous avez une échelle de pression en hectopascal. 1000 hectopascales, c'est 1 bar. À côté, vous avez l'échelle qui correspond ici à l'altitude. Là, vous avez un avion qui vole à très haute altitude, c'est à 12 km d'altitude, 12 000 mètres. Vous voyez qu'entre 0 et 12 000 mètres, la pression elle a été diminuée d'un facteur 5. Et puis après, si vous continuez de monter, c'est de plus en plus petit, jusqu'à ce qu'il y ait quasiment plus d'air. D'accord ? La moitié de la masse de l'atmosphère est concentrée dans les 5 premiers kilomètres d'altitude. Et si vous regardez la courbe de température, alors ça fluctue, mais ça part comme ça, tac, ça décroît, et puis après il se passe tout un tas d'autres bazars là, dans tous les sens, avec des inversions de température, la couche d'ozone, etc. Toute une zone assez complexe. Moi je ne vais pas aller jusqu'à modéliser tout ce qui se passe par là, je vais me concentrer sur ce qui se passe dans cette région-là. Et puis finalement, en fait, cette évolution-là, comme ça, alors c'est une évolution affine, c'est pas non plus dramatique, mais c'est même un peu trop compliqué. Donc cette évolution-là, je vais la remplacer par quoi ? Je vais la remplacer par... on va regarder ce qui se passe si la température, elle fait comme ça. Donc je prends une température qui est constante et qui correspond à la moyenne de ce truc-là, voire même à la température au sol, si je veux faire vraiment le modèle le plus simple. Le but, c'est que je fasse le modèle le plus simple possible, et après, on voit si ça marche ou pas. Alors, du coup, mise en place de ce modèle-là. Donc, alors c'est un petit exercice que j'ai auto-corrigé. Alors, ce qui est grisé là, c'est d'habitude, c'est les petits exercices que on cherche en classe et qu'on corrige en classe. Ça correspond en fait on va appeler ça les grands classiques, c'est-à-dire c'est les choses à avoir vues et à être capable de refaire. D'accord ? Ça correspond pas forcément à des résultats à connaître par cœur, mais c'est des méthodes à savoir refaire. Donc on prend comme modèle l'atmosphère isotherme à la température T fixée, assimilable à un gaz parfait. Rappelez l'équation d'état, ça c'est facile, ça fait PM sur RT, ça on l'a déjà dit. On note P0 la pression à l'altitude Z, l'axe Z vers le haut, montrez avec moi que P de Z c'est P0 exponentielle moins Z sur H, où H c'est une hauteur. Alors comment on fait ça ? On écrit la relation fondamentale de la statique, en faisant quoi ? J'ai fait une bêtise, là non c'est bon. Et on remplace dans cette relation la masse volumique qui est là, hop, ça là, je le remplace par l'équation d'état. Et qu'est-ce que je vois apparaître ? Je vois apparaître une équation différentielle qui porte sur P, que j'ai écrit, alors ici je l'ai fait en séparant les variables, mais je peux vous l'écrire sous forme d'une équation différentielle aussi. Donc l'équation différentielle, ça serait dp sur dz, donc je passe le dz qui était à droite, je le passe à gauche, et il me reste quoi ? Il me reste moins gm sur rt fois p. D'accord ? Que vous pourrez écrire comme ça, dp sur dz plus p sur h égale 0. Ça c'est la deuxième écriture. C'est deux résolutions que je peux mettre en parallèle. H étant RT sur M fois G. Ok ? Donc à droite, j'ai une équation différentielle du premier ordre, linéaire, à coefficient constant homogène. Alors attention, c'est une équation qui porte, c'est dp sur dz. La variable, c'est l'altitude. Je suis en train de partir du sol et de monter petit à petit en altitude. D'accord ? C'est pas une équation temporelle, c'est une équation sur la position, sur l'endroit où vous êtes. Et donc à gauche, je voulais réintégrer par séparation de variables, comme vous aviez fait en début d'année, parce que c'est une technique qui est assez simple et qu'il faut aussi savoir refaire. Donc j'écris la solution à partir de la condition initiale. La condition initiale, c'est la pression au sol, que vous pouvez mesurer avec un baromètre. Donc ça, c'est une grandeur que vous pouvez connaître. Et j'en déduis que l'évolution de la pression, c'est P0 exponentielle moins Z sur H. Ok ? Application numérique. Alors faites attention quand vous faites ce calcul-là, pour calculer la hauteur, là, il ne faut pas oublier que M, c'est 29 grammes par mol, donc c'est 29 10-3 kg par mol. Ça, c'est l'erreur qu'on avait déjà vue quand on a calculé des vitesses quadratiques.
Il faut bien penser à se mettre en unité SI, sinon ça marche pas. D'accord? Alors du coup, quand vous faites le calcul, vous montrez que H c'est 8 km. Ça c'est assez important comme valeur parce que ça va vous donner l'ordre de grandeur. Oui Enzo, c'est ça. En fait, dans le modèle, alors attention, c'est un modèle, hein. J'ai choisi que la température était constante. C'est mon hypothèse de départ. Donc si je fixe la température, la pression décroît exponentiellement. Ok? C'est ça qui est... enfin, le modèle prévoit ça. Alors moi, je ne vais peut-être pas appliquer directement ce modèle à l'atmosphère, parce que si j'applique ce modèle à tout l'atmosphère, vous voyez bien qu'il y a un problème, parce que l'évolution de la température, c'est pas exactement une constante quand même. Hein. Si vous me remplacez la courbe d'évolution là par une constante, c'est que vous avez quand même les yeux qui ne voient pas clair. Hein. Mais par contre, je vais me servir de ce modèle-là pour d'autres cas, et en particulier pour le cas, par exemple, si je vous demande de comparer la pression qu'il y a entre vos pieds et votre plafond. Bah là, vous êtes dans une pièce pas trop grande. L'ensemble il est bien thermalisé. La température de votre pièce est censée être à peu près... on va se placer dans un cas où votre pièce elle est à une température constante. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? La hauteur de votre pièce, c'est, mettons, 3 mètres. 3 mètres, c'est très petit devant les 8 km. Et 8 km, c'est l'échelle de longueur caractéristique pour l'évolution de la pression. Ça veut dire, pour une hauteur petite devant cette échelle-là, la pression sera quasi constante. Pourquoi? Parce que vous savez faire le développement limité. Alors, attendez, je vais partager mon dessin. Hop. Vous avez dû apprendre à faire ça. C'est où? C'est là. Tac. Normalement, vous savez que exponentielle x, c'est 1 plus x plus x2 sur 2 plus etc. D'accord? Quand vous écrivez P de z égale P de 0 exponentielle moins z sur h, si vous le tracez, ça, et ben vous allez le tracer en fonction de z. Comment ça se trace ça proprement? Je prends la tangente à l'origine, elle coupe ici en grand H, et après je trace une exponentielle décroissante. Comme ça. Et là, c'est P de 0. D'accord? Non, c'est x au voisinage de 0. Hein. Là, j'ai fait un DL au voisinage de 0. Ouais. Je vais le compléter parce que sinon ça va vous traumatiser. Ça, c'est x à pied de 20. Ok. Donc du coup, là j'ai tracé, vous voyez, sur la distance h. Maintenant, si ma pièce à moi, elle fait 3 mètres de haut, ben, en fait, sur ce axe des abscisses, je vais pas jusque là. Je m'arrête ici. Là, il y a 3 mètres. Là, il y a 0 mètre. Et là, il y a 3 mètres. Donc du coup, il faudrait que je zoome sur cette partie-là. Et si je zoome sur cette partie-là, je vais voir quoi? Ben, je vais voir ici, ça trépied devant 1. Donc je vais voir P de 0, facteur de 1 moins z sur h. D'accord? Ça, c'est sur une échelle petite. Maintenant, 3 mètres sur 8000, sur 8 km, ça fait 3 8 millièmes. Et ben, l'écart que vous avez entre le sol et votre plafond, l'écart relatif, c'est ça, c'est 3 8 millièmes. 3 8 millièmes, c'est très faible. Ce qui veut dire que vous n'allez pas le détecter. Sauf si vous avez un capteur de pression incroyablement précis, où vous allez pouvoir faire mesurer un si faible écart. Ok? Et la conclusion de ça, c'est de dire, si vous avez un volume donné assez grand de gaz, vous allez pouvoir parler de la pression du gaz. Donc ça, je remets ça en perspective avec ce que je vous avais dit quand on a commencé à caractériser les systèmes en thermo au chapitre d'avant. Je vous avais dit, voilà, on prend le gaz dans un piston, il est à la pression, quand il y a équilibre mécanique, il y a la même pression partout. Ça, c'est vrai seulement si votre volume n'est pas trop grand. Et le pas trop grand, maintenant vous avez une échelle de longueur, le pas trop grand, c'est 8 km. D'accord?
Donc vous allez pouvoir appliquer ça au gaz, même par exemple dans une colonne, une très grande colonne à distiller, dans une grande installation industrielle, vous n'aurez pas à prendre en compte cet effet-là, parce que l'échelle de longueur sera encore très faible devant les 8 km. Ok ? Faites bien attention à ne pas mélanger. Si vous me faites le même raisonnement sur de l'eau, si vous prenez 8 km d'eau, c'est-à-dire vous descendez à en bas de la fosse des Mariannes, si vous me dites que la pression est la même partout, c'est que vous n'avez rien compris. Sinon, je vous envoie en bas de la fosse des Mariannes et puis on verra si vous me durez la pression, vous aurez peut-être une surprise. D'accord ? Voilà, le modèle de l'atmosphère isotherme, il sert à ça. Il ne sert pas à prévoir la pression que vous allez avoir quand vous êtes dans un vol à haute altitude, en avion. Il sert juste à montrer que dans une pièce donnée, j'ai le droit de prendre une pression qui est une pression constante. Il sert aussi à autre chose. Il sert à ouvrir la porte sur la physique statistique. Alors, la physique statistique, c'est ce qu'on a déjà fait dans le premier chapitre de Thermo, c'était on essaye de décrire les choses à partir des comportements individuels des entités qui constituent votre système. Donc on avait fait ça quand on a établi la relation PV égale NRT. D'accord ? On avait fait quoi ? On avait caractérisé la distribution de vitesse, et on avait fait tout un tas de choses pour arriver à cette relation-là. On peut réécrire la relation d'avant, là, la relation sur la pression, je peux la réécrire en fonction de la densité particulière qui est ici. Donc comment je fais ? Je réécris juste la masse volumique en fonction de la densité particulière. Donc ça me donne le nombre d'Avogadro fois la pression sur RT. Et si vous faites ça, du coup vous pouvez réécrire la relation, qui est la relation P égale P0 exponentielle moins Z sur H, sous cette forme-là. Alors là, il manque une parenthèse, comme ça. Tac. Tac. Donc vous allez la réécrire comme un préfacteur qui est ici, fois exponentielle moins mgz sur kbt. Sachant que z, c'est l'altitude là il y a le sol, et ici vous êtes à la hauteur petit z. D'accord ? Et mgz, c'est quoi ? C'est l'énergie potentielle d'une particule qui serait à l'altitude z. Là, le petit m qui est ici, c'est pas la masse du système, c'est la masse d'une particule. Enfin, une molécule, pardon. Ok ? Je vais barrer parce que si je mets particule, ça va pas. C'est une molécule. C'est pas la masse d'une particule fluide, c'est la masse vraiment de ce que vous comptez en fait dans votre système. Et KBT, c'est homogène aussi à une énergie. Et KBT, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu quand on a fait l'énergie cinétique qu'on a reliée à la température cinétique. Avec 1/2 de mu carré égale 3/2 de KBT. Donc là, vous retrouvez une compétition en fait entre deux termes, le terme MGZ et le terme KBT. Qu'est-ce qui fait le terme MGZ ? Il vous dit quoi ? Il vous dit si vous mettez toutes les molécules comme ça, vos molécules, sous l'effet de la pesanteur, elles font quoi ? Elles tombent. Ça, c'est MGZ. Qu'est-ce qui fait KBT ? KBT, il dit si vous partez des molécules comme ça, qu'est-ce qu'elles vont faire ces molécules ? Elles vont partir dans tous les sens du fait de l'agitation thermique. Donc il y en a qui vont peut-être partir vers le bas, mais il y en a surtout qui vont partir vers le haut. Donc le terme MGZ, il oriente toutes les molécules vers le bas, et le terme KBT, il disperse l'ensemble. Et vous avez compétition entre ces deux termes. Si le terme MGZ domine, vos molécules, elles tombent. Si le terme KBT domine, vos molécules, elles se dispersent. Et entre les deux, vous avez une situation un petit peu hybride. Ok ? Comment est-ce que vous faites pour changer ça ? Vous ne pouvez pas changer G, vous ne pouvez pas changer la masse, par contre, vous pouvez changer la température. Et donc, du coup, on peut comprendre le rôle de la température dans la dispersion de vos molécules. Donc, vous avez ici des cas limites. Premier cas limite, si la température tend vers 0. Si la température tend vers 0, 1 sur 0, ça fait l'infini. Exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Ça vous dit n étoile de z tend vers 0. Alors n étoile de z tend vers 0, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les molécules, elles tombent et elles restent au sol. Donc là, dans ce cas-là, température tend vers 0, c'est le moment où vous n'avez plus d'agitation thermique du tout, donc tout tombe et ça reste au sol.
L'autre cas limite, c'est la température tend vers l'infini. Dans ce cas-là, si la température tend vers l'infini, ce qu'il y a dans l'exponentielle tend vers 0, et du coup, n étoile de z tend vers n étoile de 0. Ça vous dit quoi? Ça vous dit la répartition est uniforme. D'accord? Donc dans ce cas-là, si la répartition est uniforme, c'est le cas où vous aurez une seule et même pression, une pression indépendante de la hauteur et une distribution indépendante de la hauteur. Donc en fait, quand on parle de la pression du gaz dans une pièce, on est dans ce cas-là en fait. Alors ça ne veut pas dire que la température de votre pièce elle tend vers l'infini, hein. Ça veut dire que ce cas-là, pour l'écrire en comparaison ici, ça serait, je vais l'écrire en dessous là, donc T tend vers l'infini, c'est le cas où KBT, il est très très grand devant mg Zmax, la hauteur de votre pièce. D'accord? Donc ça fait T très très grand devant mg Zmax sur KB. Ok? Et c'est ça qui va vous fixer l'ordre de à quelle température il faudrait placer votre pièce pour que l'ensemble se disperse bien. Si vous faites le calcul avec l'air, vous allez montrer qu'à 300 Kelvin, c'est totalement dispersé. Donc là, j'ai fait juste une réécriture de la loi d'avant. Généralisation de ce truc-là, le terme exponentiel moins EP sur KBT, ça s'appelle le facteur de Boltzmann. Et c'est à la base de ce qu'on appelle la statistique de Maxwell-Boltzmann, qui vous donne pour une répétition de n entités identiques discernables, ça veut dire que vous êtes capable d'identifier la molécule 1 à la molécule 2, ça va vous donner la probabilité qu'une molécule donnée ait un certain niveau d'énergie. D'accord? Traduction de ça, le nombre moyen de particules qui ont une énergie donnée, il est donné par la loi NI égale A exponentielle moins EI sur KBT. Ça, c'est une loi que vous avez déjà vue dans un autre contexte. Vous l'avez déjà vue en chimie. En chimie, c'est cette loi-là. Ça vous parle, ça, la loi d'Arrhenius? Ouais. Ok. La loi d'Arrhenius, c'est rien d'autre qu'une distribution de Maxwell-Boltzmann sur une population de molécules chimiques, en fait. Et c'est exactement ça. Quand vous franchissez quand vous voulez changer la cinétique d'une réaction chimique, vous voulez changer l'agitation thermique, et il faut vaincre, pour faire la réaction chimique, il faut vaincre une certaine barrière d'énergie qui correspond à l'énergie de votre état de transition, pour faire court. Ok? Donc c'est une loi qu'on va pouvoir généraliser à tout un tas d'autres situations. Et ça, moi, j'en ai déjà parlé indirectement quand j'ai introduit la notion de vitesse quadratique moyenne. Quand j'ai introduit la notion de vitesse quadratique moyenne, je vous ai dit, bon ben voilà, on prend toutes les molécules, on les remplace par une vitesse U, et puis on se débrouille de ça. Et puis je vous ai dit, regardez dans le poly, il y a une petite remarque pour ceux qui veulent aller plus loin, qui m'ont pas cru, qui vous fait le calcul dans un cas un peu plus précis. Le calcul dans le cas précis, si vous le reprenez maintenant, vous verrez qu'il y a un terme en exponentielle de, donc ça c'était en exponentielle de moins 1,5 de mv carré sur KBT, qui va vous donner la distribution d'énergie cinétique que vous allez avoir dans votre population de gaz, de molécules, pardon. Ok? Donc voilà, ça c'est juste une petite ouverture sur le facteur de Boltzmann. Ça a tout un tas d'applications. Je vous donne un autre exemple d'application du facteur de Boltzmann. Ça sert à expliquer le principe de fonctionnement des lasers. Donc dans un laser, vous allez avoir des niveaux d'énergie qui sont quantifiés, comme vous avez vu en chimie. Et par contre, le peuplement des niveaux d'énergie va dépendre de ce facteur-là. Et vous allez contrôler le peuplement des niveaux d'énergie. Et la façon dont vous allez réussir à le contrôler dépend du facteur de Boltzmann. Ça, c'est la deuxième application du modèle de l'atmosphère isotherme. Ok ? Donc, conclusion, si vous devez étudier un système thermodynamique de petite taille, vous dites, bon, la pression, c'est la pression, c'est la pression. Si votre système est de très très grande taille, vous n'allez pas dire que c'est la pression, vous allez préciser le modèle que vous choisissez.
On fera en TD et un peu plus loin dans le cours aussi des cas où, au lieu que le modèle soit isotherme, c'est un modèle dans lequel, si je reviens ici, la température, on prend en compte l'évolution de la température avec l'altitude. D'accord? On affinera un petit peu ça, mais on le fera que en TD. Alors, dernière situation du jour, c'est le calcul de la résultante des forces de pression. Alors, là, on va faire de la... Donc là, les élèves qui ont fait SI, qui font SI, normalement, vous allez retomber sur des trucs que vous savez faire. Et puis les autres, bah, vous allez apprendre. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, si je m'arrête ici dans le cours, c'est que quand je m'arrête ici dans le cours, j'arrive à un moment... Pardon, je reprends. Ouais, c'est ça, j'ai dégagé le chat. Du coup, il ne reviendra pas, ne vous inquiétez pas. Par contre, il m'a fait perdre le fil de ma pensée, Stilio. Oui, donc à la fin du grand 3, j'arrive au moment où je sais, si je vous donne un fluide, si je connais la surface libre de ce fluide, si je connais la pression, je suis capable de calculer la pression en n'importe quel point. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est, ok, je connais la pression en n'importe quel point, mais quel va être l'effet de cette pression sur la surface qui délimite mon fluide? Exemple, vous avez déjà vu ça c'est un verre de champagne. Hop. Donc ça, c'est une flûte à champagne. Et ça, tac, c'est un verre à cognac. D'accord? Ils n'ont pas la même forme. Et s'ils n'ont pas la même forme, la résultante des forces de pression qui va s'exercer dessus n'est pas la même. Le but du grand 4, c'est de vous montrer quelques situations où on va être capable de calculer cette résultante des forces de pression. Donc là, pour bien comprendre ce qui se passe, on va s'intéresser à la surface qui va délimiter mon fluide par rapport à l'extérieur. Donc ça, c'est ce que j'explique dans la problématique qui est ici. Le point de départ, c'est ça. C'est l'expression de la force de pression qui s'exerce sur une surface, réelle ou imaginaire. Je vous rappelle que le vecteur, ici, c'est un vecteur qui est dirigé du fluide vers l'extérieur. Ok ? Maintenant, ça, c'est une petite surface élémentaire. Cette petite surface élémentaire, c'est un morceau d'une grande surface, que je dessine complètement arbitrairement comme ça. Hop, c'est ça le petit ds. D'accord? Avec le fluide qui est en dessous. Ça, c'est le fluide qui est en dessous. Donc du coup, moi, si je veux calculer la résultante des forces de pression, je vais devoir sommer les petites forces qui s'exercent sur toutes les petites parties de ma surface, comme ça, pour reconstruire à la fin toute la surface par sommation. Et c'est une double intégrale parce que la surface, c'est 2 dimensions, exactement. Donc l'écriture mathématique, c'est la force de pression que le fluide exerce sur la surface que je suis en train de redessiner petit à petit. C'est la somme des forces de pression élémentaires. Traduction, ce que j'appelle la somme, c'est ce qu'en maths vous appelez l'intégrale. Mais c'est exactement faire ça. Calculer une intégrale, c'est reconstituer petit bout par petit bout. Ici, ça va être une surface, petit morceau par petit morceau. D'accord? Donc j'arrive à cette expression-là. Tac. Et ça, c'est ce qu'il faut que je calcule. Alors, comment je vais faire pour calculer ça? Je vais avoir besoin de connaître plusieurs choses. Je vais avoir besoin de connaître la surface. Si je vous demande de calculer les forces de pression qui s'exercent sur une surface, forcément, il faut que vous connaissiez la surface. Donc, est-ce que votre surface, c'est une vitre? Est-ce que c'est un verre? Est-ce que c'est un barrage? Donc, ça, c'est la connaissance géométrique de la surface. Donc, ça, c'est de la géométrie. D'accord? Géométrie. Et je vais avoir besoin de connaître le champ de pression, qui est ici. Donc ça, connaître P de M, bah ça c'est faire de la... c'est la partie je fais de la physique. C'est je caractérise le fluide, quelle est l'équation que j'ai le droit d'utiliser, est-ce que c'est une équation barométrique, est-ce que j'ai le droit de dire que la pression est constante,
Est-ce que c'est une exponentielle? C'est la partie modélisation physique. Donc ça, c'est la physique. Ok? Donc la partie physique essentielle, elle est là. Et après, il faut que j'arrive à calculer l'intégrale double. Et ben pour calculer l'intégrale double, ça c'est quoi? C'est juste de la technique. Alors ça peut être de la technique qu'on fait papier-crayon. On va faire nous dans des cas élémentaires. Et sinon, ça va être quoi? Ça va être mise en œuvre de résolution numérique. Ça, typiquement, c'est des trucs qu'on peut vous faire faire en informatique. Calculer une intégrale double vectorielle, c'est un bon exemple de situation que vous savez faire en info maintenant. Vous faites ça avec une petite méthode des trapèzes qui va bien, et vous allez réussir à calculer ce machin-là. Ok? Alors là où c'est un peu technique, c'est qu'il y a trois termes. Il y a la pression qu'on trouve via la physique, ça c'est facile, parce que c'est un scalaire. Et il y a le vecteur surface. C'est pour ça que je dis qu'il y a trois termes. Parce que dans le vecteur surface, il y a le vecteur normal, avec sa direction et son sens, et il y a la petite taille. Donc on va prendre les termes un par un. Le terme rouge, là, P de M, on l'a déjà traité. C'est le grand 2, le grand 3. Donc ça, c'est bon, on sait faire. Là, on va caractériser le terme du milieu. Le terme qui est le DS, là. Celui-là. Je vais le caractériser là. D'accord? Et puis après, le terme de droite, le petit u, ben ça on verra ça sur certains exemples. Alors on va même aller un peu plus loin que le DS, on va même aller jusqu'au volume. Donc là, là vous avez quelques petits rappels. On commence par les coordonnées cartésiennes. Alors coordonnées cartésiennes, facile. Déplacement élémentaire d'un point en coordonnées cartésiennes. Des x ux plus des y uy plus des z uz. Comment je fais à partir de ça pour reconstruire des surfaces et des volumes? Et bien par exemple, imaginez qu'ici vous ayez le plan OX, Y, comme ça, et vous voulez reconstruire une petite surface. Par exemple, vous voulez trouver la surface d'un rectangle, comme ça. Donc ça, c'est un rectangle de côté AB. Comment je vais faire pour reconstruire cette surface? Je vais le faire par un pavage de l'espace. Et le pavage de l'espace, je vais le faire en faisant des petits déplacements élémentaires suivant les trois directions de base, x, y, z. Donc là, il n'y a pas de z parce que je suis dans le plan. Donc là, je suis parti d'où? Je suis parti d'un x à un x plus dx. Et puis après, je vais reconstruire une petite surface élémentaire en allant d'un y à un y plus dy. Et ça me fait un petit... Alors c'est un petit rectangle, ça fait un petit rectangle élémentaire. Et donc si je veux reconstruire la surface orange, cette surface-là, que je vais appeler S, je vais la reconstruire en rajoutant à côté de mon petit pavé rouge d'autres petits pavés. Et puis comme ça. Donc là je fais une mosaïque, vous avez déjà vu des mosaïques. Bah, c'est le principe. Tac, je fais des petits pavés élémentaires comme ça. Traduction mathématique de ce truc-là. Je somme pour x allant de 0 jusqu'à petit a, cette valeur-là. Je somme pour y allant de 0 jusqu'à petit b. Mes petits pavés élémentaires qui valent dx, dy. D'accord? Qu'est-ce que ça donne ça? Bah, quand vous le calculez, ça vous donne a fois b. Vous allez me dire, waouh, il a trouvé la surface d'un rectangle. On le savait déjà. Bon, ça vous démontre que la surface d'un rectangle, c'est basse hauteur. Hein. D'accord? Ça, c'est à deux dimensions. Alors après, vous pouvez généraliser ça dans la troisième dimension, et du coup, vous obtenez le petit volume élémentaire qui s'écrit comme ça. Dx, dy, dz. Donc c'est un petit déplacement dans chaque direction, ça me fabrique un petit cube élémentaire. Ensuite, les surfaces élémentaires que je peux caractériser, il y en a plusieurs. Donc là, vous avez ici trois surfaces élémentaires. Alors les directions, c'est x comme ça, z comme ça, et y comme ça. Donc si je fais un pavage dans le plan OXZ, ma surface élémentaire, c'est dx, dz. Si je fais un pavage dans le plan OXY, ma surface élémentaire, c'est dx, dy. Et si je suis dans le plan OYZ, c'est dy, dz. Ok? Une fois que j'ai compris ce qui se passait en coordonnées cartésiennes, je peux faire exactement la même chose en coordonnées cylindriques, puis en coordonnées sphériques.
Donc on regarde ce que ça donne. Déplacement élémentaire en coordonnées cylindriques, et rappelez là. Donc c'est dr ur plus r dθ uθ plus dz uz. Je vous rappelle le principe des coordonnées cylindriques. Votre point il est ici. Vous commencez par, en partant de 0, vous déplacez comme ça dans la direction UR. Ça c'est UR. Ensuite vous montez, donc vous repérez le point à partir de l'angle θ qui est ici. Donc Uθ il est dans ce sens-là. Et ensuite vous allez monter jusqu'ici et UZ il est dans ce sens-là. Quand vous allez vous déplacer selon les trois vecteurs de base. Quand je me déplace selon UR, je suis en train d'augmenter petit r. Quand je me déplace selon UZ, j'augmente petit z. Donc ça, c'est les termes dr et dz. Et quand je me déplace selon Uθ, ici, là, il faut faire attention. Quand vous vous déplacez selon Uθ, vous parcourez un cercle de rayon r et vous faites un arc de cercle de longueur r dθ. Ça, c'est la longueur de l'arc de cercle. Ok ? Une fois que j'ai trouvé, on peut avoir une surface définie selon les trois directions. Alors, ça c'est une bonne question. Vous pouvez y avoir une situation, alors c'est une situation tordue, hein, où votre surface elle est un petit peu selon x, un petit peu selon y, un petit peu selon z, dans le cas cartésien. Sauf que ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va se limiter à des situations qui sont des situations avec, entre guillemets, des bonnes symétries, pour lesquelles vous allez pouvoir choisir votre jeu de coordonnées pour éviter ça. Donc, exemple, on va faire quoi ? On va faire des vitres planes. Bah, si vous me faites une vitre plane, vous choisissez le jeu de coordonnées de façon à ce que votre vecteur de base, vos vecteurs de base, pardon, soient collinaires à la vitre. Vous ne faites pas une vitre inclinée. Si vous avez une vitre inclinée, bah, vous changez, vous prenez un axe incliné, comme on a fait en méca en fait. Un petit peu comme avec le plan incliné. Pourquoi ? Parce que sinon, vous allez avoir la position X qui dépend de Y, qui dépend de Z. Alors ça se fait, techniquement, il n'y a pas de problème. Hein, c'est comme ça qu'on reconstruit des surfaces un peu complexes. Mais ça sort complètement du cadre de ce que vous devez être capable de faire techniquement à votre niveau là. Ça serait plus des simulations numériques. Ok ? Donc du coup, une fois que j'ai mes trois petits déplacements de base, bah, je peux reconstruire les surfaces et les volumes sur le même principe que tout à l'heure. Donc reconstruire le volume, c'est facile, je multiplie les trois. Je fais un déplacement dans chaque direction. Donc ça me fait dr fois r dθ fois dz. Ça, c'est l'élément de volume. Et puis après, je peux construire les surfaces suivant les directions dans lesquelles je veux me promener. Donc par exemple, là, celle-là, c'est je me promène que suivant la direction R et suivant la direction θ. Je ne me promène pas dans la direction Z. Donc avec ça, le R dr dθ, je vais reconstruire, si je continue, je vais reconstruire une surface qui serait comme ça. D'accord ? Je peux aussi prendre une surface orthogonale à UR. Alors une surface orthogonale à UR, je suis en train de faire quoi ? Cette fois-ci, je suis en train de me déplacer comme ça et comme ça. Tac. Là, je suis un peu loin. Donc avec ça, je vais pouvoir reconstruire des surfaces latérales. C'est comme ça que vous allez trouver la surface latérale d'un cylindre, par exemple. Ok ? Et après, je peux faire toutes les combinaisons que je veux. Même chose en coordonnées sphériques. Alors, je vais un peu plus vite sur les coordonnées sphériques, mais bon, c'est le même principe. Le point de départ, c'est le déplacement élémentaire. Donc en coordonnées sphériques, soit vous vous écartez du centre de la sphère, dans quel cas c'est le dr qui est ici, soit vous tournez par rapport à l'axe vertical ici, donc ça c'est le r dθ. Si je redessine les trois vecteurs de base des coordonnées sphériques qui sont comme ça, UR comme ça, Uθ comme ça, et Uφ comme ça. Donc les deux premiers termes, c'est comme avant. Le troisième terme qui est ici, ça correspond à une rotation comme ça. Ça, c'est un peu plus technique parce que cette rotation-là, c'est je parcours une portion de cercle de rayon R sinus θ, ce rayon-là. Et du coup, à partir de ça, je peux faire, pareil, surface, volume élémentaire. Donc là, je vous en ai donné que deux exemples. Le volume élémentaire, je prends le produit des trois, ça me fait R carré, sin θ, dr, dθ, dφ. Et la surface élémentaire orthogonale à UR, donc là, j'ai pris le terme en Uθ et le terme en Uφ. Et ça me fait R carré, sin θ, dθ, dφ.
Ok ? À quoi ça peut me servir ? Ça peut me servir à retrouver les formules usuelles de volume et de surface. Donc là, vous avez 3 exemples. Premier exemple, retrouvez-moi que la surface d'un disque, c'est pi r carré. Alors pour faire ça, le découpage que vous faites, c'est... Donc le disque, il est comme ça. Et je vais le découper, pas en utilisant les coordonnées cartésiennes, je vais le découper en utilisant les coordonnées polaires. Donc je vais prendre un petit déplacement selon r, un petit déplacement selon θ, comme ça. Donc ça c'est un dr, ça c'est un r dθ. Et je vais faire un pavage de l'espace à partir de ces petits déplacements élémentaires là. Et à partir de cette petite surface élémentaire là, qui est représentée ici. Si je veux reconstruire totalement le disque, et ben vous faites, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait une crêpe. Quand vous faites des crêpes, vous avez un bâton. Votre bâton il part du centre, tac, et puis après votre bâton vous le faites tourner et ça vous fait une crêpe. Ben là c'est pareil. Donc le bâton c'est ça, et je fais tourner le bâton pour faire ma crêpe, c'est ça. D'accord ? Ça correspond à une intégrale suivant r et une intégrale suivant θ, je fais un tour. Alors comment ça se calcule les intégrales multiples ? Ben, ça se calcule avec les mêmes règles que les intégrales de base. À savoir, quand je calcule l'intégrale sur r, θ, il ne change pas. Je suis en train de me promener d'ici à ici, donc θ, c'est tout le temps le même. Donc tout ce qui dépend de θ, je vais pouvoir le sortir. Et je vais pouvoir commencer par calculer l'intégrale sur r. Et pareil pour l'intégrale sur θ. Donc là, dans l'exemple qui est proposé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tout ce terme-là, hop, et je l'ai passé devant. Parce que dans tout ce terme-là, il n'y a rien qui dépend de θ. Pardon, je l'ai passé derrière, plutôt. Voilà. Donc là, il n'y a rien qui dépend de θ. Ce qui me permet de calculer la somme de θ égale 0 à 2π de dθ. Ce qui fait le 2π. D'accord ? Le 2π qui est là, ça là, c'est ce terme-là. C'est ce morceau-là avec ce morceau-là. Et après, il me reste 2π fois somme de 0 à r de r dr, ça fait pi r carré. Ça, c'était le plus facile. Après, je peux faire pareil pour la sphère et le volume. Donc, surface d'une sphère. Cette fois-ci, le pavage que je vais prendre, c'est le pavage en coordonnées sphériques. Mais pas n'importe lequel. Je me place à r constant, donc du coup, je vais prendre comme élément de surface l'élément qui correspond à un déplacement dans les deux directions, θ et φ. θ u φ. Et je vais calculer, alors après je reconstruis par pavage ma sphère. Alors là, il ne faut pas se planter parce qu'il faut, donc si vous voulez refabriquer une sphère comme ça, vous partez de ce point-là qui est à θ égale 0, vous descendez jusqu'en bas, comme ça. Donc là, j'ai θ égale pi en bas, θ égale 0 en haut, et après vous tournez autour. Et là, vous tournez sur 2π. C'est pour ça que là, il y a une intégrale phi allant de 0 à 2π, et θ allant de 0 à pi seulement. Vous posez le calcul, vous trouvez 4 pi r carré. Et si vous voulez retrouver le volume, ici, il y a toujours une borne qui va. Qui va où, Hugo ? Alors, Edine, les coordonnées du découpage sont toujours indiquées. Non, c'est à vous, justement, de faire le découpage qui va bien, et de vous arrêter là où il faut vous arrêter. Sachant que le cas de la sphère, c'est le cas le plus dur. En gros, vous aurez soit des surfaces planes, soit des cylindres, soit des sphères. D'accord ? Hugo, j'ai pas compris votre question. Il y a toujours une borne qui va. Il y a toujours une borne qui vaut 0, donc ça simplifie les calculs, mais c'est rare, non. Non, vous pouvez... Alors, la borne qui vaut 0, ça correspond à comment j'ai fixé l'origine de mon repère. Et l'origine de mon repère, c'est moi qui vais la fixer, justement, en essayant de faire une représentation la plus simple possible. Okay ? Donc, par exemple, si votre surface, c'est une sphère, c'est complètement stupide de prendre comme origine du repère un point de la sphère. Vous allez prendre comme origine le centre de la sphère. Pourquoi ? Parce que c'est un point qui est un point de plus haute symétrie. Alexis vient de d'où ? Le R sin θ. Alors Hugo, pour répondre à votre deuxième question, après Alexis, je remonte. C'est toujours la même. En fait, c'est au cas par cas. Hein. Par exemple, si je vous demande, imaginez cette situation-là.
vais le dessiner en dessous. Si je vous demande de me calculer juste la surface de la France, on va imaginer que ça c'est la France. Là, comment vous allez faire pour me calculer ça? Vous allez faire un découpage qui n'est pas le découpage sur toute la sphère. Donc dans votre intégrale, vous allez, les bornes de votre intégrale vont pas être les mêmes que celles que j'ai posées là. D'accord? Donc ce que vous allez mettre dans votre intégrale va dépendre de votre problème. Là, ce que j'ai mis ici, ça correspond à je reconstruis toute la sphère. Et du coup, Alexis, le R sin θ, en fait, le R sin θ, il vient de... Quand je veux reconstruire la surface, je vais tourner dans cette direction-là, comme ça. Tac. D'accord? Et donc, du coup, je suis en train de parcourir un cercle de rayon R sin θ dans la direction UFI. Je vais vous refaire un schéma vu par la tranche. Si ça vous convient pas. Si, c'est bon, Alexis? Ok. Ensuite, je comprends pas d'où vient le 4. Alors, attendez, je remonte parce que là, il y a trop de questions. Hugo, c'est un 1. Non, mais à l'origine que l'on prend pour nos variables, ça doit être le même point pour toutes les variables. Oui, vous partez d'un point donné, mais ce point, vous allez le repérer par ses coordonnées. Donc, c'est pas forcément le 0, en fait. Par exemple, si je reprends mon schéma, celui qui était là, à ce point-là, il est peut-être pas forcément à θ égale 0. Mais c'est pas grave, parce que moi, ce qui m'intéresse, ça va être juste cette somme-là. Je comprends pas ce que vous appelez le même pour toutes les variables. Le même quoi? Vous avez un micro, Hugo? Prenez la parole, parce que j'ai pas compris ce que vous vouliez dire. Ouais. Non, mais en gros, quand vous dites que, en gros, on prend une référence pour chaque variable, pour nos bornes, mais on doit prendre le même point pour, comme entre guillemets référence pour les trois variables, ou ça peut être trois points différents. Alors, non, non, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que vous allez mettre sur vos bornes, c'est ce qu'il faut pour reconstituer la surface. Après, vous pouvez la reconstituer à partir de, par exemple, ici, là, à partir de ce point-là, et de proche en proche comme ça, et de proche en proche comme ça. D'accord? Mais ce que vous allez mettre ici comme valeur, ça correspond, alors si vous voulez, vous pouvez dire, ok, la borne de départ, c'est ce point-là, et la borne d'arrivée, c'est ce point-là, si vous voulez. D'accord? Mais après, ce qui est magique avec les intégrales multiples, c'est que peu importe la façon dont vous faites votre calcul, vous pouvez dire, pour cette variable-là, qui correspond à cette rotation-là, je pars de ce point-là, je vais jusqu'à là. Pour cette variable-là, je pars de ce point-là, je vais jusqu'à là. Ça fera le même résultat que si vous partez dans le truc. D'accord? Ce qui est juste important, c'est de bien reconstruire géométriquement votre surface. C'est bon? Ok. Et alors le 4 du calcul qui est là, là, il faut que vous posiez le calcul en fait. Donc si vous posez le calcul, on va le faire. Attendez, je partage juste la feuille de dessin. Boum. Donc je voulais calculer ça. Comme ça. Et θ, il allait de 0 jusqu'à pi. Et phi de 0 jusqu'à 2pi. Je dis quoi? Je dis c'est somme pour θ allant de 0 jusqu'à pi de r carré sin θ fois somme pour phi allant de 0 jusqu'à 2pi de d phi, et il me reste dθ. Ok? Donc là, ce que j'ai mis entre crochets, c'est la première intégrale que je vais calculer. Du coup, une fois que je fais ça, on y va, on écrit ça. Ça vaut 2pi. Et donc, il me reste 2pi. Je sors tout ce qui est constant. Donc, R, il est constant. Donc, ça me fait 2pi R carré. Somme de 0 à pi de sin θ
dθ. Et ça, si vous le calculez, ça fait 2pi r carré fois moins cos θ à prendre entre 0 et pi. Et si vous faites ce calcul-là, vous allez montrer que ça, c'est égal à 2. Donc ça va vous faire le 4pi r carré. Ok? Alexis, si ça avait été une boule, il y aurait eu un dr en plus. Oui, si ça avait été une boule, c'est pas la surface qui vous aurait intéressé, ça aurait été le volume. Donc dans ce cas-là, vous auriez intégré en plus sur le volume. Ok? Donc c'est ce que je fais à la question juste après, Alexis. Je vais le remettre du coup. Ici, boum, boum, tac. C'est le calcul de la question 3. Donc le calcul de la question 3, je refais le volume d'une sphère. Donc c'est le même calcul que la question 2, et en plus je rajoute une somme qui est ici, qui est un déplacement du centre de la sphère jusqu'à son bord. Ok? Et vous voyez que ça rajoute une intégrale en plus. Et ça fait les 4 tiers de pi r3. Voilà, donc ça c'est des exemples sur lesquels vous allez être capable de calculer des surfaces. Alors attention, c'est pas un calcul de pression. Hein. Là je vous ai juste montré comment est-ce qu'on pouvait traiter... Ah, il commence à être pas mal gribouillé mon truc, mais le ds qui est là. Alors du coup maintenant on revient à notre problématique à nous. Notre problématique c'est, vous avez une surface, vous voulez connaître la résultante des forces de pression qui s'exercent dessus. On va faire ça sur un exemple très simple, qui est un aquarium cubique avec 5 faces de 1 mètre carré. Ok, et on veut la pression sur chacune des faces. On commence par quoi? On commence par la face qui est au fond. Celle-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer si je dessine l'aquarium comme ça? Vous allez avoir de l'eau sur le dessus de votre aquarium. Donc là, il y a de l'eau. Dans l'aquarium. Hein. Comme ça. L'eau va pousser vers le bas. Donc vous vous attendez à ce que votre force de pression que l'eau exerce sur la face du bas, sur la face que je vais hachurer là, sur cette face-là, soit une force de pression qui soit vers le bas. Info dont vous avez besoin. Il faut que vous connaissiez la valeur de la pression en tout point de la surface. Donc je commence par faire un pavage de la surface et par chercher la valeur de la pression. La valeur de la pression, je la trouve ici en faisant de la physique. Donc la physique là c'est quoi? C'est de dire c'est de l'eau, c'est un fluide incompressible, il y a une hauteur h de fluide, et donc du coup j'applique l'équation barométrique. Étienne, dans la question 2, la sphère elle n'est pas creuse. Dans la question 2, je m'intéresse à la surface de la sphère, pas au volume. D'accord? Hugo, comment un cube a 5 faces? L'aquarium, il faut bien que je puisse le remplir et donner à manger aux poissons. Donc du coup, la face du haut, elle est en contact avec de l'air. Ok? Donc première étape, je cherche la loi de pression. Il faut que je trouve la pression en tout point de la surface qui m'intéresse. Donc là c'est facile, c'est un cas où la pression c'est P atmosphérique plus ρGH. Deuxième étape, je peux faire les étapes dans le désordre, hein, l'ordre n'est pas important. Deuxième étape, je vais décomposer ma surface en surface élémentaire. Donc là je fais un dessin en vue de dessus. Et qu'est-ce que j'ai envie de prendre en vue de dessus? Faut que je reconstruise un carré comme ça. Je prends un jeu de coordonnées cartésiennes. Donc là, j'ai pris un jeu de coordonnées cartésiennes et j'ai écrit l'élément de surface en coordonnées cartésiennes. Troisième étape, j'écris la résultante de force de pression. Oui, ça c'est le ds de la face du bas. Ça c'est le petit ds qui m'intéresse. Ok, donc je peux redessiner ici. Comme ça. Ça là c'est le petit ds. Ok. Troisième étape, j'ai besoin de la troisième info pour écrire la résultante des forces de pression, c'est quel est le vecteur associé à cet élément de surface. Donc ici, le vecteur associé à l'élément de surface, l'axe Z il est vers le haut, le vecteur EZ pardon, est vers le haut, donc c'est un vecteur moins EZ. Je le mets à droite. Quatrième étape, je somme pour reconstruire ma surface. Donc ma surface c'est un carré de côté L. Et donc là, j'ai l'expression de la force de pression qu'il faut que je calcule. D'accord? Je vais commencer par sortir de l'intégrale tout ce qui est constant. Alors ce qui est constant, c'est les scalaires, qui dépendent ni de x ni de y.
et ce sont les vecteurs qui ont une direction et un sens indépendant de x et de y. Donc ici, je peux sortir le signe moins et le p, parce que le p, il ne dépend pas de x et de y. Donc je les mets devant. Et je me retrouve à faire quoi? Ici, je me retrouve à calculer la surface de mon carré. D'accord? Donc là, du coup, ça me fait moins p fois la surface que j'ai appelée grand S. Et je trouve un truc tout bête, c'est que la pression, c'est moins p fois S selon ED. Ok? Facile. Petite remarque pour... alors, ça, c'est un peu plus une ouverture. Nous, dans le cours de physique, on va pas trop creuser ça, mais en SI, vous allez le faire pas mal, je pense. La force, c'est bien, mais ça suffit pas. Il me faut aussi le point d'application de cette force. Et pour trouver le point d'application de cette force, vous avez besoin de calculer le moment. D'accord? Donc ça, c'est le petit calcul qui est posé là, que je mets en remarque parce que c'est pas explicitement au programme. Ça vous permet de trouver le point d'application. Dans le cas présent, ce qu'il faut comprendre, c'est que si je dessine par le côté, toutes les petites forces, elles vont être comme ça. Donc, toutes les petites forces, elles vont toutes pousser vers le bas, de façon équilibrée quand je me déplace le long de la surface. Donc du coup, le point d'application, ça va être quoi? Ça va être le milieu de la surface. Boum. D'accord? Dans ce cas-là, c'est assez facile, le point d'application, c'est le milieu de la surface. Je pourrais le démontrer par le calcul, mais je ne fais pas ce calcul. Ça, c'était le cas facile, qui est résumé ici. Si vous avez une pression uniforme en tout point de la surface, la force de pression que le fluide exerce sur la surface, c'est P fois S fois le vecteur normal du fluide vers la surface. Cas un peu plus compliqué. Le cas un peu plus compliqué, c'est le cas de la vitre de côté. Alors, pour le cas de la vitre de côté, si je reprends exactement la même trame, cette fois-ci, mon pavage de l'espace, donc là, il y a Y et là, il y a Z. Mon petit élément de surface, il est comme ça. Donc, le vecteur ds. Donc, vous voyez que là, X, il est comme ça, le X. Mon vecteur ds, qui est orienté dans ce sens-là, il vaut dy fois dz selon le vecteur Ex, qui est ici. Donc dy fois dz selon le vecteur Ex. Alors c'est Ux, pardon. Ok? Deuxième info dont j'ai besoin, c'est quelle est la loi de pression. Alors la loi de pression, cette fois-ci, la pression en un point de la surface va dépendre de la hauteur. Ça dépend de la hauteur selon cette loi-là. Là, j'ai écrit quoi? J'ai écrit l'équation barométrique, mais je l'ai réécrite en fonction de la hauteur Z. Donc comment je fais ça? Je dis que la pression que je vais avoir ici, c'est la pression que j'avais ici, plus ρg fois cette hauteur-là. Ce qui me fait P de Z égale P atmosphérique plus ρg H-Z. Et ça, hop, je le mets ici. Et donc si je veux faire le calcul de la résultante des forces de pression, il faut que je calcule l'intégrale double en reconstruisant ma surface par le même pavage que celui de tout à l'heure. Donc latéralement, je vais de 0 jusqu'à L, et verticalement, je vais de 0 jusqu'à H, qui est la hauteur de fluide. Donc c'est pour ça que là, il y a une borne Y de 0 à L, une borne Z de 0 à H. Ok? Donc je fais ça, je calcule cette intégrale double là, et après, là par contre, on va essayer de simplifier un petit peu les choses. Donc première chose que je peux simplifier, il y a une des deux intégrales qui est très simple à calculer, c'est celle qui porte sur Y, qui est ici. Pourquoi? Parce que à droite, là, il n'y a rien qui dépend de Y. Donc l'intégrale qui porte sur Y, je la calcule directement et elle se retrouve là. Ça, c'est somme de 0 à L de dy. C'est égal à L. Ok? Et du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe si vous voulez simplifier le calcul? Au lieu d'avoir fait un découpage avec des petits carrés comme ça, j'aurais pu faire directement un découpage avec une grande tranche comme ça. Tac. Parce que sur cette tranche-là, la pression, elle est uniforme. Donc sur cette tranche-là, je peux revenir hop, à ce cas-là. Donc c'est ce que j'ai fait en posant le calcul, en expliquant ça là. Ok?
Et le DFP, c'est la force de pression qui s'exerce sur cette petite tranche. Et après, j'ai juste à reconstruire la somme verticale. Qu'est-ce que ça donne? Vous pouvez réexpliquer pourquoi ça n'a pas de sens pour un gaz, l'équation barométrique. Alors l'équation barométrique, ça n'a pas de sens parce qu'elle est obtenue à partir de ρ égale constante. L'équation barométrique, c'est je pars de dp égale moins ρ g dz et j'intègre comme ça et j'intègre à droite comme ça. Donc j'ai sorti ρ devant. Et ça, vous n'avez pas le droit de le faire pour un gaz, parce que ρ dépend de la pression pour un gaz. Ok? Alors visuellement, ça donne quoi ce calcul-là? Quand vous êtes au fond de votre aquarium, du fait de la présence des couches d'eau au-dessus, la pression est plus grande. Donc la pression est plus grande, ça va se traduire par... ça va pousser plus fort là que là. D'accord? Donc concrètement, votre vitre, si elle est mal scellée, elle va basculer et elle va se mettre à tourner. En partant par le bas, en fait. Elle va glisser par le bas. Ça, c'est juste pour bien comprendre pourquoi il faut faire une intégrale. Il faut faire une intégrale parce que comme la norme n'est pas la même en fonction de la hauteur, la contribution à la force totale, cette contribution-là va être plus importante que celle-là. D'où l'intégrale. Alors après, là, j'ai fini le calcul de l'intégrale. Après, le reste, c'est juste de la technique. Dernier point sur les vitres planes, la notion de pression différentielle. Alors, ce qui se passe quand vous calculez la force de pression ici que l'eau exerce sur l'air, ce qui est une situation assez standard, c'est que vous avez votre vitre qui est comme ça, donc ça c'est la vitre. D'un côté, et Hugo, je réponds à votre question juste après. À droite, vous avez de l'eau. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que de l'autre côté, vous avez aussi de l'air. Donc l'eau va pousser dans ce sens-là, mais l'air va aussi exercer une force dans ce sens-là. D'accord? Et donc la résultante des forces de pression que va subir votre vitre, c'est la force exercée par l'eau plus la force exercée par l'air. La force exercée par l'air, c'est, je reviens au cas d'avant, c'est je reviens à ce cas-là. D'accord? Et donc du coup, quand je fais le calcul de la résultante des deux forces, elles n'ont pas le même sens, et ça fait apparaître ce terme-là, PM moins P atmosphérique, qui fait sauter ce terme-là. Ok? Alors Hugo, pour répondre à votre question, le H fois P atm dans le résultat, il vient de ça en fait. Dans l'équation barométrique, vous avez P de Z égale P atmosphérique plus quelque chose. Donc vous allez quand même sommer le terme P atmosphérique. Et le plus quelque chose, ici, ça va être la surpression qui est liée au fait que votre eau elle a une certaine masse volumique. Ok? Donc là c'est un calcul en deux temps. D'abord je calcule ce terme-là, ensuite je calcule ce terme-là. C'est bon Hugo ou pas? Ok. Alors du coup, là il y a un petit exercice qu'on corrigera vendredi. C'est juste une application de ce truc-là. Il faut se servir des résultats et ça vous fait faire une petite révision de méca. Donc ça on regardera ça vendredi. Hop. Et après il y a un autre cas, je ne vais pas le faire maintenant parce que sinon vous allez être achevé. C'est un exemple avec une surface non plane pour vous montrer comment on traite ça avec une surface non plane. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'il est 9h30, donc je vais m'arrêter là pour le cours du jour. Vendredi, je ferai la fin de ça et la poussée d'Archimède, le 4, le 5. Ça sera déjà pas mal. Ouais, ça sera déjà pas mal. Et puis, je corrigerai les exercices qui restent à corriger. D'accord? Et puis, je vous donnerai votre travail pour les vacances. Est-ce qu'il y a des questions? Je préfère m'arrêter là pour le cours parce que sinon, je pense que ça va être un peu trop compliqué. Loïc, allez-y. Est-ce que vous pouvez réexpliquer la différence entre vapeur saturante sèche et vapeur saturante tout court? Ouais, on va faire un dessin. Ça me fait penser que j'ai pas fini de corriger le TD d'ailleurs. Alors, différence entre vapeur saturante sèche et vapeur saturante tout court. Diagramme de Clapeyron d'un corps pur sur l'équilibre liquide-vapeur. Donc courbe de Rosé, courbe de saturation, une isotherme qui va bien. Touc.
Vous voyez pas, pardon. J'ai oublié de partager. C'est vrai que si je dessine sans partager, ça marche pas. Là, tac. Tac. Je recommence. C'était là. Hop. Tac. Tac. Ok. Donc une vapeur sèche, c'est une vapeur sèche. Ça veut dire c'est ici. C'est dans ma boîte, il n'y a que du gaz. Ok. Une vapeur saturante, c'est ici. C'est dans ma boîte, j'ai un équilibre et en bas il y a du liquide. Il y a de la vapeur en haut, il y a du liquide en bas. Alors que là il n'y a que de la vapeur. La vapeur saturante sèche, c'est ici. Donc c'est la vapeur qui est sèche parce que j'arrive par ce côté-là, et c'est la vapeur qui est saturante parce que j'arrive de ce côté-là. Donc ça correspond au moment où vous avez que de la vapeur, et puis vous avez touc, une goutte de liquide. Ça c'est une goutte de liquide. D'accord? Donc c'est saturante sèche parce que c'est sur la courbe de Rosé. Et c'est pareil avec le liquide. Le liquide, là vous allez dire que c'est un liquide seul. Là c'est un liquide saturant. Ici, c'est un liquide saturant seul. Les deux en même temps. Ok? Ok, merci. Voilà, en fait en thermo, il y a un truc qui est assez... Enfin, il faut faire un effort là-dessus, c'est qu'il y a pas mal de vocabulaire assez particulier. Et il faut bien digérer le vocabulaire. Et ça prend un petit peu de temps. D'autres questions là-dessus ou... Il est interminable ce chapitre. Lequel? Celui de thermo ou de stat Le chapitre d'avant là? Oui, alors le chapitre d'avant, il est très très long, mais il n'y a pas grand chose à en retenir si vous faites le bilan. Si vous faites le bilan, ce qu'il y a à en retenir, c'est en gros c'est le tableau qui est à la fin. Ce chapitre, il me sert à fixer les choses pour la suite. D'accord? C'est pour ça que le TD, si vous regardez le TD, il n'est pas très long. Mais par contre, voilà, il y a tout le vocabulaire, il y a la mise en place des grandeurs qui vont être importantes, l'énergie interne, l'équation d'état, la capacité calorifique, etc. La capacité thermique, pardon. Et oui, il n'y a pas d'activité dedans, exactement, je suis d'accord. C'est un chapitre à digérer. Ça tombe bien, vous allez avoir les vacances pour le digérer. Parce qu'à la rentrée, je ferai le premier principe, qui pour le coup est... En gros, c'est le méga chapitre de thermo. Et pour faire ce chapitre-là, j'ai besoin d'avoir au préalable préparé mes systèmes. D'accord? Il y a juste une petite récréation dans le chapitre 20, c'est l'équilibre liquide-vapeur. Ça tombe bien, c'est un truc que vous avez déjà fait en chimie. Petit sondage pour voir où vous en êtes. Il me reste 2 exos de thermo à faire. La question c'est est-ce qu'on les fait maintenant ou alors est-ce qu'on les fait vendredi? On n'aura pas... Ah bah non Romain, enfin, si sur ce chapitre-là on peut vous poser des exos, mais en gros les exos c'est tous ceux que j'ai mis dans le poly, dans le TD. Avec toutes les variantes qui sont autour. Mais il n'y a pas... Là pour le moment, en fait, le truc c'est que pour le moment vous n'avez pas encore assez d'outils en thermo pour qu'on puisse commencer à faire des trucs vraiment rigolos. Il vous manque l'outil clé qui est le premier principe. D'accord? Une fois que vous aurez le premier principe, alors là on va pouvoir commencer à faire des tas de choses rigolotes. Du coup, tac. Alors la question que j'allais vous poser, c'est est-ce qu'on fait ça ou pas? C'est où? C'est là. Tac. Est-ce qu'on corrige la fin du TD ou pas? Ou alors on le fait vendredi? En fonction de votre état de fatigue. Hop. La majorité gagne. Hein. Ouais, ça me semble crédible vendredi aussi quand même, parce que là c'était un gros morceau le cours.
Tac. Bah, je vais vous libérer maintenant parce que je pense que j'en ai pour une vingtaine de minutes, donc ça va vous permettre de faire une pause. Ok? Allez, bah du coup on fait ça vendredi et puis on essaiera de faire ce qu'il faut pour que vous puissiez partir en vacances sereinement vendredi. Est-ce que vous pouvez réexpliquer les 3 étapes que vous avez décrites dans le grand 4-3? Alors je fais ça tout de suite, le temps de retrouver ce que c'est que le grand 4-3 dans le cours du jour. Le grand 4-3. D'accord. Donc les 3 étapes, c'est 1, faire le pavage de l'espace. Ça veut dire choisir le jeu de coordonnées qui vous intéresse. L'écrire, par exemple, ds égale dx, dy. 2, trouver le vecteur unitaire, qui est le vecteur unitaire dans lequel sera dirigée la force de pression. 3, non ça va faire 4. 3, exprimer la pression en un point de votre pavage de l'espace. Donc par exemple, là sur la vitre qui est ici, je vais exprimer la pression en ce point-là. Et après, une fois que j'ai fait ça, je somme pour reconstruire toute la surface qui m'intéresse. Donc je réécris l'intégrale double pour reconstruire toute la surface. D'accord? Dit autrement, alors vous pouvez partir de la formule qui est ici, là, celle qui est encadrée en vert, et vous dites, ok, dans cette formule-là, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai besoin de connaître le vecteur U, j'ai besoin de connaître ds, j'ai besoin de connaître la pression, et j'ai besoin de faire la somme. Et une fois que vous avez écrit proprement chacune de ces étapes-là, bah là, vous pouvez faire le calcul. Ok? Allez, bah, je vous laisse faire une pause, du coup.